quand même, comme vous y allez. Heu, non, voilà, alors peut-être un tout petit résumé sur Orbit, en fait, au départ, c'est 3 structures qui participent à ce projet de coopération. Donc le KMJ basé sur Niort, l'IFART basé sur Parthenay, qui en gros est à 30-35 km, et le Bocal, l'association Bocal, qui est sur Bressuire, qui elle-même est à 10-15 km de Parthenay. Donc on n'est pas sur une zone géographique hyper étendue. On a défini la zone géographique plutôt sur l'échelon départemental pour garder une logique de proximité dans cette coopération, en fait. Ça, on l'a découvert au fur et à mesure plutôt de la mise en place de la méthodo. Mais voilà, on est sur ces 3 structures, on couvre quasiment l'ensemble du département. Allez, on reprend un petit peu du sud, mais bon, voilà. Et ça part, alors il y a déjà une culture en Deux-Sèvres de coopération, plutôt, non formalisée. Mais depuis 2015, on s'est aperçu qu'il y avait 2 structures, Ebocal et le CAMJ, qui avaient 15 ans en même temps. Donc en 2015, formidable. Donc on fera des années, c'est hyper facile. En 2020, c'est 20 ans. En 2025, c'est super simple à se souvenir. Et on fait une petite co-organisation, un concert chez l'un, un concert chez l'autre, pour chacun nos 15 ans. Et de là part l'idée de pourquoi on ne se mettrait pas à plusieurs à réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble, en fait. Donc évidemment, on est sur 3 structures qui ont et des locaux de répétition et des salles de diffusion. Donc on est un petit peu dans les mêmes corps de métier quand même. Et à partir de là, s'enchaînent assez vite les co-organisations typiques de concerts. Et en allant un petit peu plus loin, en discutant avec les différents salariés et puis avec les différents bénévoles, que ce soit les bureaux, les conseils d'administration ou les bénévoles sur les lieux, on se demande pourquoi on ne réfléchirait pas à quelque chose de plus conséquent. Et du coup, en 2016, on fait une première réunion avec et les CA et les salariés des structures, ça doit faire 20-25 personnes, je pense, facile, où on essaye de définir des valeurs communes et tous les points bloquants qui pourraient nous empêcher de faire ça. Donc, ça a été le plus grand travail, en fait, qui est relativement assez long, c'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre à se connaître vraiment, et puis pas avoir peur de dire si je travaille avec toi, ça ne me fait pas plaisir. Donc il faut un petit peu d'honnêteté à ce moment-là. Ça a été long, mais au final, on a réussi à trouver, à mettre en place un projet qu'on a pu formaliser avec différents objectifs, différentes valeurs et en complémentarité des projets des structures indépendantes. Du coup, on vient plutôt, sur des compétences peut-être nouvelles pour certaines structures ou sur des manières de faire nouvelles pour d'autres, en fait. On s'aperçoit qu'on a 3 tailles de structure avec, une structure qui a un demi-salarié, une structure qui va avoir 3 salariés, une structure qui va avoir 7 salariés. On a des dynamiques bénévoles complètement différentes dans les structures, des identifications par rapport aux lieux complètement différentes dans les structures, et ça, c'est des choses qu'il a fallu quand même un petit peu déconstruire en termes de posture pour se dire comment on s'imagine sur un territoire plus large et plutôt dans la logique de l'intérêt général, même si chacun est dans sa logique d'intérêt général sur son territoire de proximité, en fait. C'est là que c'était le plus intéressant, on va dire. Une fois tout ça posé et organisé, on a pu mettre en place 3 gros objectifs que sont le travail de la coopération lui-même à animer, le travail sur l'accompagnement des acteurs auprès des autres structures et le travail d'action culturelle qui était peut-être, le plus simple à développer, chez les acteurs. Globalement, il y avait que le CAMJ qui travaillait un petit peu ça et ça nous a permis de le faire monter en puissance. Donc on a travaillé ces 3 axes et depuis 2017, on fait avancer ça tranquillement, et une fois qu'on a eu fait ça et qu'on était à peu près calé dans nos manières de travailler les uns et les autres ensemble, on a pu le poser avec les différents partenaires, collectivités, État. Et là, on a pu construire un comité ressources. Alors, au début, ça prend forcément la forme d'un comité de pilotage, mais assez rapidement, l'objectif, ça a été, enfin, ça s'est posé assez naturellement d'ailleurs. Je crois que c'est le département et la DRAC qui ont dit pourquoi on n'est pas là pour piloter une coopération qui est déjà effective avec une grosse dynamique, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour participer de cette coopération? Et donc,
le terme comité ressources est arrivé assez vite, et ce n'est pas si neutre que ça, d'avoir un comité ressources plutôt qu'un comité de pilotage. Et dans ce comité de ressources, on retrouve bien évidemment l'ensemble des acteurs, mais aussi les différents niveaux de collectivité de chaque territoire. Donc, on a la ville de Niort, la ville de Parthenay, les agglos, les pays, et l'État, la région et le département, en fait. Ce qui nous fait quand même un petit comité intéressant pour travailler. Et chacun amène son champ des possibles, en fait, pour voir comment on peut développer des choses. On en est là sur le projet Orbit, et on avait le dernier axe qui était donc le développement et l'ouverture aux structures en 2020. Voilà, je ne vous fais pas un dessin. Voilà globalement. Merci Lionel. Est-ce que vous avez des questions à adresser à Lionel, peut-être Moi, j'en ai une d'emblée. Ah, vas-y, Anne-Laure. Oui, non, j'avais une question. Est-ce que la démarche de coopération en tant que telle, elle est financée par les collectivités? Elle a été financée au début par la DRAC, parce qu'on a fait appel à un intervenant extérieur, en fait, pour animer tout ça. Et donc, c'est l'État qui a financé la première intervention. Ensuite, sur la deuxième session de formalisation plutôt du projet, ce que je disais, accompagnement, action culturelle et coopération, là, c'est plutôt le contrat de filière Nouvelle-Aquitaine qui est intervenu. Et on a eu un dernier volet avec l'État aussi sur la mise en œuvre de ce comité ressources et tout ça, en fait. Voilà. Et puis on s'est arrêté en 2020. Et là, comme on n'avait pas d'activité, on n'a pas sollicité de fonds. Est-ce que la dynamique de coopération a changé la posture de la collectivité vis-à-vis de vos activités, de structure individuellement et puis en collectif? Un peu. Alors pour Niort, en fait, étant la plus grosse structure, le CAMJ, et puis la plus grosse commune, la discussion que moi j'ai eue avec les techniciens et les politiques, c'était plutôt de comment on utilise les compétences et les fonds peut-être de la ville de Niort pour un rayonnement qui est autre que pour les simples Niortais. Ça, c'était assez rigolo à questionner, mais les élus à ce moment-là, et même les techniciens, la technicienne dans tous les cas, Florence, sont assez ouverts sur ce champ-là, et donc ont compris la logique de rayonnement d'une structure de la commune-centre, blablabla, quoi. On est passé plutôt sur ce principe-là, il n'y a pas eu de blocage. Sur Parthenay, c'était plus sensible. L'image politique de la structure était moins installée, on va dire, avec quelques conflits larvés. Voilà. Mais qui se sont levés assez vite, en fait, dans les logiques de coopération. Ils ont vite intégré le tour de table et ça a pu discuter. Ça, c'était relativement intéressant. Et sur Bressuire, c'était encore pire. Il y avait une espèce de déconsidération de l'acteur en musique actuelle, hein, comme le rocker dans sa cave qui fait du bruit. Là, on était vraiment sur cette typologie d'image. Et ça s'est complètement levé du fait des coopérations et de la montée en puissance de ces projets. Ça, c'est assez agréable. Il y a d'autres questions de participants vis-à-vis de la dynamique de coopération. Je ne vois pas, hein. J'ai trois photos, je ne sais pas qui. Non, peut-être que on peut enchaîner. Puis du coup, s'il y avait des questions après, n'hésitez pas. Je reste là de toute façon. On va donc laisser la parole à Maxime Roby. Bonjour. Et Laurent, notre élu en charge de développement économique, est là également. Super. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. Je l'ai pris en cours, hein. Je suis arrivé un petit peu en retard, donc je viens de suivre un petit peu les débats. C'est très intéressant. Donc j'écoute et puis j'interviendrai peut-être un petit moment, même si je suis un petit peu novice. J'ai pris mes fonctions donc, du développement économique il y a moins d'un an, mais voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Et notamment, voilà, tout ce qui est économie sociale et solidaire. Donc, voilà, toutes ces collaborations, ce travail de coopération est très intéressant.
Moi, je vais essayer de tirer le fil des coopérations qu'on a mis en place avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, l'Association interconsulaire de la Haute-Vienne et le Pays Monts et Barrages. Donc, je vais me présenter d'abord. Moi, je travaille pour le Pays Monts et Barrages, je suis chef de projet. Le Pays Monts et Barrages, c'est un territoire de 34 communes, 3 communautés de communes et 23 000 habitants à l'est du département de la Haute-Vienne, limite Creuse-Corrèze, et à l'est de Limoges. Donc, c'est un territoire de transition entre l'agglomération de Limoges d'un côté et le parc naturel régional de Mille Vaches de l'autre, qui est soumis à un certain nombre d'enjeux en matière de développement économique et qui, en fait, au final, a assez peu de structures au-delà de l'association de coopération. On n'a pas de SCOP, notamment. On avait une boulangerie en SCOP, mais on n'en a plus. Et voilà, la question de la dynamique sociale et solidaire s'est posée à travers l'accompagnement d'un certain nombre de projets, en fait, qu'on avait, nous, en développement économique, et qui nous a permis de signer une convention en 2018 entre le Pays Monts et Barrages, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui est une ressource énorme pour nous, et l'Association interconsulaire de la Haute-Vienne, qui est une petite spécificité auviennoise parce qu'elle regroupe, c'est une association qui regroupe la Chambre de commerce, la Chambre de métier et la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne. C'est un partenariat qui n'est pas évident parce que voilà, les coopérations, je pense, sur l'économie sociale et solidaire avec les consulaires ne sont pas naturelles, en tout cas dans l'histoire, et on était content de pouvoir mettre ça en œuvre. Ça nous a aidé, nous, territoires, à nous approprier la question de l'ESS. Parce qu'elle nous a permis à la fois de prendre en compte des projets qu'on n'avait pas la capacité à accompagner jusqu'alors. Notre mission de développement économique était axée sur l'accompagnement des projets économiques des collectivités du territoire et l'accompagnement des créateurs repreneurs d'entreprises et des entreprises en développement, mais inscrites au registre du commerce et de l'industrie ou des métiers. Et on avait un certain nombre de projets qu'on n'arrivait pas à accompagner, un certain nombre de projets associatifs qui pour autant répondaient à des vraies problématiques territoriales, épiceries associatives qui avaient permis notamment de régler la question de la fermeture des derniers commerces sur des petites communes de 500-600 habitants, et aussi la création de formations, grande école du numérique, sur une commune qui s'appelle Saint-Léonard-de-Noblat, et qui nous a permis la création d'un tiers-lieu sous forme associative, qui évoluera d'ailleurs sans doute en SIC dans les mois, années à venir. En fait, cette convention-là nous a permis, dans un premier temps, d'accompagner les projets de l'économie sociale et solidaire et de prendre conscience qu'ils existaient. Voilà. Et dans un deuxième temps, cette coopération, elle nous a permis de distiller l'économie sociale et solidaire dans la quasi-intégralité des politiques publiques qui étaient mises en œuvre à l'échelle du Pays Monts et Barrages, à savoir le déploiement, en tout cas le déploiement et la volonté d'être lauréat de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée à l'échelle d'un pays. Donc 800 demandeurs d'emploi depuis 12 mois. Et on a fait une coopération ponctuelle d'acteurs entre, là encore, l'Association interconsulaire de la Haute-Vienne, qui est plutôt le volet modèle économique du projet, le Pays Monts et Barrages, qui est l'acteur politique territorial du projet, et une association, un chantier d'insertion qui s'appelle le Relais Info Service, qui est là plutôt dans l'accompagnement des personnes privées d'emploi. Donc, j'allais dire que cette convention qu'on a mise en place avec la CRES et l'interconsulaire et le pays nous a permis de faire d'autres formes de coopération avec d'autres structures de l'ESS sur des projets un petit peu plus particuliers, territoire zéro chômeur de longue durée en est un. Derrière, on a mis en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. S'il y a des collectivités ici, vous connaissez sans doute ce type de démarche, où on a fait des choix de filières en potentiel de développement ou en tension, la filière bois par exemple, parce que la ressource en bois sur le territoire est assez importante. Et on a sélectionné comme filière, alors que c'en est une et c'en est pas une, l'économie sociale et solidaire, en lien avec plein de problématiques que l'ESS pourrait avoir en matière d'emploi, le vieillissement des salariés de la forme associative, la fin des aides du contrat associatif, etc., etc. Et demain, on a un comité de pilotage au mois de septembre. On espère que cette filière-là, parce qu'on fait une filière les unes après les autres, puisse être sélectionnée et qu'on ait un vrai impact en matière d'emploi pour accompagner les structures de l'économie sociale et solidaire du territoire. Et puis, dernier exemple, puis je me tais, et je laisse la parole à Laurent, sur un dispositif qu'on met en place, un dispositif qu'on met en place en partenariat avec le Conseil régional qui s'appelle les ACP, Actions collectives de proximité. C'est un dispositif en fait, qui a plutôt vocation à accompagner les entreprises, les TPE en proximité, de la sphère résidentielle en fait, à se développer en complément des aides régionales qui existent déjà dans le schéma régional de développement économique.
Et nous, dans nos actions collectives, on a notamment, si je donne un exemple, mis la question de la transmission reprise comme un axe, une action collective assez importante, et avec la volonté de sensibiliser les chefs d'entreprise et les salariés des entreprises à la reprise de ces établissements-là sous forme coopérative. C'est des choses qu'on fait peu, c'est des choses que les consulaires ne donnent peut-être pas assez naturellement, mais grâce à toutes ces conventions-là, l'information est fluide et on va pouvoir, avec l'Union régionale des SCOP Nouvelle-Aquitaine, les consulaires et le pays, sensibiliser les chefs d'entreprise à cette forme d'entrepreneuriat. Voilà, donc je voulais donner rapidement quelques brides de comment ces coopérations nous ont mené à d'autres coopérations et comment aujourd'hui nos politiques publiques infusent de l'économie sociale et solidaire. Voilà, Laurent, je te laisse compléter peut-être sur les… Oui, tu as déjà, on va dire, parlé de beaucoup de choses, de ce qui se passe sur notre pays, Monts et Barrages. Donc, effectivement, c'est vraiment une coopération parce que déjà, comme tu l'as dit, il y a 3 comités de communes déjà qui se sont regroupés pour monter des projets communs, des choses qui peuvent nous rassembler. Donc, il y a beaucoup de succès qui ont été réalisés là, sur ce territoire. Il y a d'autres choses qui sont mises en commun. Donc, on gère la GEMAPI aussi sur ce pays Monts et Barrages, en tout cas une grande partie. Donc, on s'occupe aussi, alors là, c'est pas trop officiel, mais on a mis en réseau les 3 cinémas qu'il y a sur notre territoire. Donc là, c'est pareil, il y a une coopération qui s'est établie entre les deux. Donc, le lien a été tissé. Et du coup, voilà, il y a un travail qui va être mené pour faire une programmation commune et d'autres choses à mettre en commun. Après, comme l'a dit aussi Maxime, on est un territoire plutôt agricole, hein, donc forêt, mais aussi production autre, donc de viande bovine notamment, mais aussi il y a quelques bons exemples de GAEC qui se sont montés. Donc c'est aussi une collaboration entre agriculteurs, hein, et qui impulse notamment dans le domaine du maraîchage. Il y a quelques structures qui sont en place depuis quelques années et qui sont vraiment dans cette démarche d'économie sociale et solidaire, voilà, avec des nouvelles personnes qui intègrent certaines fermes dans le but d'amener des nouvelles connaissances et des nouvelles activités au sein de ces fermes. Voilà, qu'est-ce que l'on n'a pas dit aussi? Tout ce qui est chemin de randonnée aussi. Là aussi, c'est un lien physique finalement, puisque les chemins de randonnée ont été mis en réseau. Donc, et on va même diffuser au-delà de notre pays Monts et Barrages, mais déjà, il y a des circuits qui se sont faits. Donc là aussi, c'est une collaboration assez importante pour collaborer là-dessus aussi. Donc, il y a un technicien à Monts et Barrages qui s'occupe de coordonner tout ça aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, quelques échecs aussi, on peut parler des échecs. Hein. Avec plaisir. On avait comme projet notamment de faire un office de tourisme de pays. Donc, vraiment coordonner les actions des 3 offices de pays en un seul. Donc, ça n'a pas vu le jour. Hein. La volonté politique n'a pas été là de tous les côtés. Donc, on n'a pas pu aboutir sur ce projet-là. Donc, on verra dans les années futures si ça revient sur la table. Mais voilà, donc parfois quelques échecs de collaboration, mais finalement, il faut retenir surtout le positif et ce que l'on a réussi à faire. Voilà. Oui, pour compliquer ce que dit Laurent, c'est que sur toutes ces collaborations, alors sur la randonnée, on a un lien très fort avec les fédérations françaises de randonnée, donc qui sont sous forme associée. Enfin, voilà. C'est un peu dans l'âme du pays de fonctionner là-dessus. Et enfin, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais enfin bref. Après, c'est aussi géré avec le PNR, tout ce qui est randonnée. Donc voilà, il y a un site qui s'est monté, Rando 1000 Vaches, pour ne pas citer, qui regroupe le travail qui a été fait sur Monts et Barrages et qui remet en relation avec encore un territoire plus vaste. Donc, en tout cas, souvent, ces coopérations-là qui sont donc souvent alors d'initiatives publiques et où on fait des coopérations avec des structures, alors soit de l'économie classique, soit de l'économie sociale et solidaire, souvent, et Laurent, je pense que tu ne diras pas le contraire, souvent, quand ça ne va pas au bout, c'est souvent qu'il y a une maturité publique qui n'est pas là. Voilà. On s'en est rendu compte, autant il y a, notamment sur le développement économique au sens strict, on a réussi à aller assez loin parce que les élus y voyaient un vrai intérêt territorial.
Autant c'est vrai que sur certaines thématiques, on n'a pas réussi à aller plus loin et c'est un signe d'un manque de maturité qu'on a, nous, public, pour s'approprier cette question-là. Voilà. Voilà. Et après, on peut même encore en rajouter là, tout ce qui est sport pleine nature, donc dans la continuité de la randonnée. Donc là, actuellement, il y a une collaboration autour d'une association qui fait du canoë sur une commune, la commune des Moutiers. Et donc, elle va travailler maintenant sur l'ensemble, quasiment l'ensemble des écoles du pays. Donc là aussi, c'est une collaboration. Donc, il y a un financement commun pour que les élèves de nos écoles bénéficient de cet accompagnement sportif, donc pour découvrir tout ce qui est sport de pleine nature, notamment le canoë, le VTT, toutes les activités de ce genre-là. Donc là aussi, voilà, il y a une collaboration autour de ça. Et peut-être que même cette association va se rapprocher d'une autre sur la commune de Saint-Léonard pour travailler ensemble pour élargir, on va dire, le panel des activités proposées. Voilà, il y a vraiment une multitude de choses qui se passent sur notre territoire. Et voilà, on continue dans ce sens-là. Bon, je crois qu'on a fait le tour, Maxime, ou encore autre chose à rajouter, parce que des fois, une idée en entraîne une autre. Oui, non, c'est très bien. On peut peut-être laisser la place aux questions ou à des témoignages. Est-ce que cette expérience fait écho à peut-être des dynamiques que vous avez impulsées sur vos territoires respectifs? N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, Lucille Ménard demande comment a été initié le regroupement des 3 chambres consulaires. Je vais laisser Maxime répondre. Je pense qu'il sera mieux que moi. Je peux répondre. Je peux répondre parce qu'avant d'être chef de projet au pays, en fait, j'étais chargé de mission interconsulaire. Voilà. En plus, il y a des ponts, il y a des vraies coopérations parce que derrière, je me suis fait recruter. J'ai de la chance. En fait, l'association interconsulaire de la Haute-Vienne, elle a été créée en 88, qui a 33 ans. Et elle a plutôt vocation normalement à avoir un budget commun entre les 3 chambres pour gérer des actions communes qui pourraient être, je ne sais pas moi, des marchés, l'achat d'équipements pour faire des marchés de producteurs qui regrouperaient à la fois des artisans, des commerçants, etc. Et à une époque, il y a eu la mise en place des ORAC, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ou des démarches de proximité, enfin, qui étaient des dispositifs partenariat entre la région, l'État, les conseils départementaux qui permettaient de financer les investissements d'entreprises. Et l'interconsulaire s'est positionné pour répondre à des marchés d'animation économique pour des territoires qui avaient ce type de dispositif. Ça, c'est la genèse de l'association interconsulaire. C'est la première fois que l'association a recruté des chargés de mission, développement économique, qui assuraient l'instruction des dossiers des entreprises qui faisaient des demandes de financement. C'était pratique. À la fois, c'était une source de revenus pour l'association interconsulaire et les 3 chambres. Et ça permettait d'avoir un lien avec les territoires qui n'est pas toujours évident pour les chambres consulaires. Et on a très vite basculé de l'accompagnement des entreprises dans leurs projets d'investissement à travers ces dispositifs à du développement économique territorial, où là, on rentrait plus dans des dynamiques qu'on connaît sur les territoires, de chargés de mission qui accompagnent des stratégies de développement économique, de collectivités, etc. etc. Aujourd'hui encore, nous, au Pays Monts et Barrages, l'animation économique, on lance un marché de prestations et c'est l'association interconsulaire qui, en fait, anime notre développement économique sur le territoire. On est le seul territoire de Nouvelle-Aquitaine, donc sur les 50 territoires de contractualisation, à avoir cette forme d'animation, d'ailleurs. Et c'est une spécificité de notre territoire qui nous permet d'avoir un gros réseau consulaire d'un côté, et c'est d'autant plus important de travailler avec la CRES, parce qu'on a un réseau de consulaire d'un côté, il nous paraissait évident de pouvoir développer un réseau avec le SS. Et voilà, c'est comme ça qu'on a tiré le fil pour en arriver jusqu'aux conventions d'aujourd'hui. Merci Maxime. Est-ce qu'il y a une ou 2 autres questions? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? C'est Estelle Amirati. Oui, c'était une question sur l'action collective de proximité dont a parlé M. Roubi, là. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, cette histoire de pouvoir prolonger une transmission reprise avec un nouveau statut juridique, voilà, de la coopérative. Concrètement,
qu'est-ce que vous proposez? Donc, enfin, c'est un appel à manifestation d'intérêt sur une transmission reprise. Est-ce que ça a été validé aussi par la région Nouvelle-Aquitaine, cette filière ESS en lien avec l'ACP? Et est-ce que ça se concrétise par du financier? Alors oui, alors notre dossier ACP, il est en cours. On a validé hier soir en bureau syndical notre maquette financière et ça va passer en commission permanente à la région au mois d'octobre, le temps d'instruire notre dossier. Et oui, la région nous suit sur cette question-là depuis le début. Je pense en particulier parce qu'on a mis en place, c'est un peu ma passion, une méthodologie de conduite de ces actions collectives de proximité qui nous permettait d'aller voir les acteurs. Je repense à la CRES parce que, en fait, sur les territoires, les dynamiques de transmission reprise en coopérative, c'est des choses qu'on pourrait très facilement balayer parce qu'on est sur d'autres sujets de développement économique, les zones d'activité économique, etc. etc. Et d'avoir des échanges réguliers entre l'interconsulaire, la CRES et le pays, ça nous permet d'identifier les enjeux de transmission. Et donc, très vite, on a décidé d'aborder cette question. On rédige une nouvelle convention, d'ailleurs, entre nos 3 structures qu'on devrait signer à l'automne. Je regarde Benjamin Colli, qu'on devrait signer à l'automne, et où, en particulier, on a parlé de cette problématique de la transmission reprise et du partenariat qu'on pourra faire avec l'URSSCOP. Donc, voilà, c'est complètement intégré par la région, qui a été plutôt facilitatrice là-dessus. Et ouais, on espère. Alors, on n'a pas encore mis en place. On devrait commencer ça début 2022. Donc, on espère pouvoir y aller. Et on aura sans doute des financements européens pour l'année 2023 et suivant, parce qu'on va avoir un nouveau programme leader qui nous permettrait de cofinancer ce type d'opération. D'accord. Et donc, ça règle aussi parfois notre problème, le fait de reprendre les entreprises comme ça. Donc, après, déjà, anticiper au maximum pour que le chef d'entreprise actuel se prépare à céder son entreprise d'une manière ou d'une autre. Et puis, ça aussi fidélise les employés en les intégrant vraiment dans la gestion de l'entreprise. Donc, quand on parle d'attractivité aussi, c'est un plus pour les employés de participer activement à la gestion de l'entreprise. Et voilà, ils y trouvent un intérêt, je pense, supplémentaire par rapport à un employé traditionnel. Voilà, le fait qu'il soit un petit peu en autonomie et maître de son destin en quelque sorte. D'accord. Nous aussi, on est dans une démarche action collective de proximité, mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé réellement à l'ESS. On était plus sur un programme d'aide directe à l'investissement de droit commun, 25% avec une bonification de 5% sur tout ce qui relève de la transition énergétique et de l'inclusion numérique. Voilà ce qui avait été déjà un petit peu préfléché par la région. Mais voilà, à chaque fois, l'économie sociale et solidaire, ça nous échappe un petit peu. Et en fait, les acteurs du territoire, ils s'en emparent, ils sont très autonomes par eux-mêmes. Donc voilà, pour l'instant, voilà, on a un petit peu de mal à prendre ce sujet. Nous, en tout cas, si vous avez besoin, on a eu plein de contacts avec plein de territoires qui déploient les ACP de tout le territoire néo-aquitain. Donc, on partage l'intégralité de tous les diagnostics qu'on a fait, de tous nos plans d'action à venir. On le partage vraiment facilement, quoi. Si merci, vous avez besoin, avec plaisir. Pas de problème. D'accord, merci. En fait, on a fait, nous, une réunion d'acculturation avec Madame No, que je vois en vignette, parce que les élus, bon, pour l'instant, ne savent pas trop ce que c'est économie sociale et solidaire. Donc, on en est au point 0 plus. Voilà, on a fait cette présentation en période Covid, donc ce n'était pas vraiment évident. Et voilà, nous, ce qui est le plus facile à détecter sur le territoire, c'est comme nous, on est 27 000 habitants, très, très agricoles. On sait qu'en termes d'alimentation, agriculture ou autre, il y aurait quelque chose à faire. Mais voilà, ça reste, c'est les débuts. On en parlait avec Benjamin tout à l'heure au téléphone.
Et on se posait cette question-là de l'appropriation des collectivités de cette thématique de l'ESS. Et moi, j'ai senti, et Laurent, tu pourras me compléter parce que tu es élu communautaire en plus d'être élu au pays. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà, les communautés de communes étaient en train de s'approprier réellement la question de cette compétence développement économique qu'ils ont. Qui jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à la loi NOTRe, était plutôt autour de la gestion des zones d'activité économique, donc c'était quand même assez restrictif. Et depuis que les communautés de communes doivent conventionner avec la région Nouvelle-Aquitaine sur le schéma régional de développement économique, on leur donne la capacité de mettre en place des vrais programmes d'aide en faveur de leurs entreprises. Et j'ai l'impression que les EPCI sont vraiment sur l'appropriation du développement économique, mais au sens plutôt strict, l'accompagnement des entreprises. La prochaine étape, je pense, enfin il me semble, que ce sera vraiment la prise en compte de l'ESS dans leur politique de développement éco. C'est juste une évolution de la maturité, mais la loi NOTRe n'est pas si vieille que ça. Au final, c'est quoi? C'est 2015. Maintenant, c'est comment on se saisit de cette compétence-là et comment demain, on arrive dans les stratégies de développement économique à intégrer l'ESS. Mais il me semble que c'est en bonne voie, en fait, et que peut-être que d'ici 4-5 ans, on verra peut-être des vrais dispositifs en faveur de l'ESS qui sont mis en place aux échelles communautaires. Donc, c'est vrai que tout ne se fait pas en claquant des doigts, mais il y a des idées qui germent. Effectivement, là, sur la Comcom où je suis élu, on a parlé, sans approfondir les choses, mais l'éventualité de créer une SIC pour les énergies renouvelables, donc notamment peut-être création de biogaz en collaboration avec des agriculteurs et puis voilà, faire un réseau peut-être comme ça. Et voilà, c'est vraiment une idée comme ça qui n'est pas aboutie, mais effectivement, ça serait encore sous un statut ESS. Voilà. Mais... C'est finalement une excellente transition pour donner la parole à Anne-Laure Federici, donc qui a en tête un bon nombre d'exemples de collectivités qui travaillent sur ces sujets et qui s'interrogent à la fois sur les coopérations puis aussi sur le soutien à l'économie sociale et solidaire. Donc, je vais lui laisser la parole un petit peu pour présenter ce qui peut exister. Et puis, ça ne vous empêche pas de continuer à poser des questions au fil de l'eau, que ce soit aux intervenants ou à Anne-Laure directement. Alors, merci, merci Amélia. Effectivement, enfin, je vais présenter rapidement puisque c'était un petit peu la commande, un peu un panorama d'outils et dispositifs qui peuvent encourager la coopération territoriale. On en a vu quelques exemples. Peut-être, enfin, bon, d'abord, enfin, je pense rappeler, mais je pense que tout le monde est convaincu, c'est qu'on se rend de plus en plus compte que la coopération, c'est un facteur important de développement des territoires, et les territoires qui ont cette culture un peu de la coopération sont des territoires qui, sans aucun doute, se développent mieux et sont plus résilients aux crises. Le deuxième point, c'est que quand on réfléchit sur la coopération territoriale, il y a peut-être 3 entrées possibles pour les collectivités. C'est d'abord comment est-ce qu'on peut favoriser la coopération entre acteurs d'un territoire, hein. Comment la collectivité peut favoriser la coopération entre les acteurs et la collectivité, et la question aussi qui a été évoquée des coopérations entre collectivités elles-mêmes, hein, entre collectivités de différents niveaux et entre collectivités comme peut l'être ce club des collectivités. Alors, quelques exemples de coopération, il y en a certains qui ont été évoqués. Par exemple, les réseaux territoriaux ou clubs d'entreprise ou clusters qui peuvent être donc ou sur une base territoriale ou sur une base de thématiques, de domaines d'activité, comme l'exemple de Orbit. On a, M. Paquet également a évoqué les GAEC et les CUMA, enfin pas forcément les CUMA, mais en tout cas parallèlement aux GAEC, on a également les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, qui sont des formes coopératives particulièrement présentes dans les territoires ruraux et anciennes, enfin depuis la deuxième moitié du XXe siècle, et des formes de mutualisation qui se sont beaucoup développées. On a également, alors je passe un peu un panorama après, s'il y a voilà, enfin,
questions ou remarques, on pourra peut-être développer quelques points si vous le souhaitez. Il y a les groupements d'employeurs qui n'ont pas été évoqués jusqu'ici, mais qui sont des outils intéressants de mutualisation pour l'emploi, qui peuvent être des groupements d'employeurs entre associations et entreprises privées, enfin, entre entreprises privées, et puis également des groupements d'employeurs qui peuvent associer des associations et des collectivités locales. On a également donc comme autre forme de coopération les coopératives d'activité et d'emploi qui permettent donc de lancer son activité sans être isolé. Et puis des formes de coopération là aussi qui se sont beaucoup développées cette année et pour lesquelles la région Nouvelle-Aquitaine est souvent citée en exemple, c'est toutes les initiatives autour des tiers-lieux ou des lieux mutualisés plus globalement. Voilà, quelques formes de coopération territoriale et peut-être mettre l'accent sur deux formes un peu plus spécifiques ou un peu plus récentes, on va dire. La première, c'est les SIC, donc les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui ont été évoquées à l'instant. Donc, dont le principe est que ces sociétés coopératives d'intérêt collectif sont basées sur du multisociétariat qui permet d'associer les clients, les fournisseurs, les salariés de la coopérative et puis la collectivité locale, puisque c'est un statut donc, qui va fêter ses 20 ans cette année, mais c'est le seul statut qui permet d'associer à un projet économique une collectivité locale sans que celle-ci soit majoritaire. Donc, c'est un statut d'entreprise qui est particulièrement intéressant pour le développement de projets économiques qui répondent à un intérêt collectif et qui ont une forme d'utilité sociale. Et puis, autre forme plus récente aussi, donc les pôles territoriaux de coopération économique qui ont été définis dans la loi de 2014 et qui sont issus d'une démarche d'action recherche menée depuis 2009 par un collectif avec notamment les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et le RTES, avec le labo de l'ESS et le CORAS, et qui donc regroupe sur un territoire, donc j'ai donné inscrit la définition qui est dans la loi de 2014, des entreprises de l'ESS associées à des PME socialement responsables, des collectivités, des centres de recherche, organismes de formation. Et donc, ce regroupement qui met en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation. Ces PTCE qui avaient fait l'objet de 2 appels à projets nationaux en 2015 et 2016 et avait été un peu, passé au second plan. Enfin, il n'y avait plus vraiment de politique nationale dans le domaine, mais il y a une relance ces derniers mois d'une dynamique nationale autour des pôles territoriaux de coopération économique et dynamique dont la CRES et le RTES sont partenaires, avec donc notamment un appel à manifestation d'intérêt PTCE émergent qui a été clos la semaine dernière. Et puis, mais qui sera permanent, donc il y aura de nouveaux appels à manifestation d'intérêt l'année prochaine. Donc avec un financement de l'État, mais qui est assez faible aujourd'hui, puisque c'est 1,5 million, je crois, pour une quinzaine de projets qui seront financés cette année. Mais cette démarche de PTCE, il y a également un bouquet de ressources qui va être proposé pour les pôles. Et puis l'idée, c'est de voir comment est-ce que les différents niveaux de collectivité, aussi bien régions que les départements et les intercos, peuvent accompagner ces démarches de PTCE sur leur territoire. S'il y a des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure. Alors, comment la collectivité peut accompagner ces démarches de coopération économique? Donc, il y a plusieurs éléments qui ont été présentés. Il y a d'abord le fait peut-être d'impulser des temps de travail et d'y inviter différents partenaires. Ça peut être autour, par exemple, de la présentation de projets ou de réflexion sur une activité. L'idée, globalement, c'est comment construire ensemble des réponses aux besoins du territoire, et l'exemple du PETR a été particulièrement intéressant sur ce sujet. La collectivité peut aussi soutenir les projets de mutualisation
en incitant à la coopération plutôt qu'à la mise en concurrence. Et parmi la façon dont elle peut accompagner cette coopération, ça peut être aussi dans la façon dont elle finance ou contractualise avec les acteurs du territoire. C'est par exemple, privilégier plutôt la subvention que la commande publique, qui met en concurrence les acteurs. Et ça peut être aussi, par exemple, en inscrivant dans ces appels à projets des critères qui peuvent favoriser les réponses collectives et donc donner un bonus à ces réponses, collectives. La collectivité peut aussi, faire appel aux services, par exemple, d'un groupement d'employeurs ou d'une société coopérative intercollectif, hein. Elle peut aussi, être partie prenante d'une SIC, hein, puisque, la collectivité peut être sociétaire d'une SIC et donc aider à la création ou au développement des SIC. Et puis, la collectivité locale peut, aussi favoriser l'accès au foncier. C'est un levier qui est important à disposition des collectivités locales. Favoriser l'accès au foncier pour des lieux mutualisés ou des tiers-lieux, voilà, en réservant une partie du patrimoine de la collectivité, que ce soit ou des terres agricoles, par exemple, pour des projets, de coopération en milieu agricole. Et pour terminer, quelques peut-être points d'attention, qu'on a pu, identifier au travers des différents, travaux menés par le RTS, hein. C'est la question de la confiance, hein, et des relations de confiance à établir dans la durée. Comment se faire confiance? Se faire confiance entre acteurs, hein, ce que Lionel, Rojon a évoqué aussi, par rapport à un peu à l'initiative de la démarche de Orbit, se faire confiance entre acteurs et collectivités locales. Voilà, et c'est pas toujours facile. Enfin, on a parfois, on peut avoir une méfiance, vis-à-vis des collectivités sur l'idée un peu de récupération des projets portés par, la société civile, et de la même façon la collectivité, peut se dire: «Bah, le voilà, les acteurs sont peut-être pas assez professionnels, pas assez, ont pas les reins assez solides». Donc c'est vraiment ce processus un peu de confiance à établir, qui se fait dans la durée, et donc la question du temps est un point important, et avec la prise en compte de rythmes différents pour les porteurs de projets et pour la collectivité. Voilà, on sait que les rythmes, la temporalité n'est pas la même. Hem, un autre point peut-être important, c'est la question de la transversalité à l'intérieur de la collectivité. Alors qui se pose peut-être moins pour les plus petites collectivités locales, où, les acteurs peuvent avoir un point d'entrée peut-être plus facile, mais souvent ces projets de coopération, comment dire, mobilise, ou en tout cas, on mobilise au sein de la collectivité, le service développement économique, le service culturel, le service éducation. Il y a souvent, différents services de la collectivité, qui sont, partenaires de ces projets, et c'est parfois, compliqué pour les acteurs, et donc la collectivité peut, avoir un rôle pour faciliter la transversalité au sein de sa collectivité, pour avoir, par exemple, un point d'entrée, qui peut ensuite mobiliser les différents services d'une collectivité locale. Et puis le dernier point, c'est la question des coopérations intercollectivités locales, avec, par exemple, la question du cofinancement de projets qui est pas toujours, évident pour des collectivités locales. Mais aussi avec des belles initiatives, par exemple autour de conférences de financeurs ou autour de démarches, qui peuvent associer les différents niveaux de collectivités locales pour cofinancer des projets. Heu, voilà, très rapidement, quelques éléments que je souhaitais partager avec vous. Alors je ne sais pas si vous voulez, ça fait un peu écho aux questions, ou à vos pratiques, que ce soit côté collectivité ou côté acteur? Il y a Lionel qui levait la main, il me semble. Lionel, tu voulais vas-y. Oui, sur le dernier point, de la transversalité, je pense que c'est hyper important. Dans ce que tu viens de dire sur les histoires de collectivités qui peuvent être touchées sur différents services, et pour les acteurs, c'est complètement, impraticable, effectivement, globalement. Donc je pense que c'est un endroit où stratégiquement, il faut avoir une capacité d'animation en interne au sein des collectivités, et d'échanges plutôt respectueux, sans quoi, par défaut, la coopération, elle est bloquée par un service ou un autre, et on est sur des choses, somme toute assez ridicules. Et après,
Sur les histoires de financement collectif, c'est vrai que c'est assez compliqué. Nous, on a eu une expérience du temps de la région Poitou-Charentes avec le pôle régional des musiques actuelles, où on a mis en place un schéma de coopération qui s'appelle le Solima, qui est un petit peu adossé au SMAC. Donc, on a fait un échange avec les différents niveaux de collectivité, l'ensemble des acteurs de la région à ce moment-là, pour voir ce qui pourrait être mis en place par la région. Et ça a fini par un plan musique actuelle sur 3 ans qui a été assez pertinent. Mais au moment le plus long a été de faire mettre au pot commun les collectivités volontaires de ce travail de coopération. Et donc, on s'est quand même retrouvé avec quelques villes, un département qui a pu mettre au pot commun l'État et la région. Malgré que tous les départements disaient c'est formidable, les gens étaient présents, mais sur la mise au pot commun d'un budget partagé, ça a été... Alors, je parle de ça il y a plus de 10 ans, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont évolué, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple, ça. Et donc, nous, sur Orbit, pour pas retrouver ce cas de figure de financement croisé que personne ne veut croiser, ou partager, en fait, c'est un porteur de projet qui dépose ou qui anime un projet, mais qui peut mobiliser les 3 territoires, en fait. On est plutôt sur l'identification de l'acteur sur son territoire, à d'autres territoires. Alors après, quand on fait des demandes État, département, région, ça fonctionne. Quand on fait une demande sur la collectivité de proximité, ça ne marche pas, évidemment, mais on est plutôt parti là-dessus. Voilà. Et j'avais une dernière question, un peu en lien avec cette histoire d'acteur qui est identifiée, parce qu'on parle beaucoup de structuration, de forme de structuration juridique en fait de la coopération. Et nous, c'est quelque chose qu'on a abordé et on ne s'est pas obligé à avoir une forme juridique pour coopérer aussi. Ça peut exister quand même, je veux dire. Même si en fait, il y a une association, mais c'est vrai que c'est sensible de ne pas... qu'il y ait un seul acteur qui fasse une demande pour un collectif, ça peut être assez sensible et c'est le risque des appels à projets, c'est-à-dire soit on a une structure juridique où on retrouve une somme d'acteurs et donc la structure est légitime à répondre à l'appel à projet, soit on a un acteur qui répond pour les autres et là, il y a toujours une petite méfiance sur le faire valoir, c'est-à-dire est-ce que les autres sont là parce qu'il faut que ce soit un projet coopératif, c'est dans les critères, ou est-ce que c'est bien une vraie coopération d'acteurs qui dépose un projet en fait. Et là, on retrouve la nécessité d'avoir des objectifs clairs sur soit de l'appel à projet, soit du subventionnement, mais aussi des indicateurs de mesure de la coopération en fait, qui sont nécessaires à poser ou à avoir réfléchi ou débattu en tous les cas en amont, je pense. Et ça, vous avez pu travailler sur ces indicateurs de coopération avec les financeurs? Nous, on a travaillé là-dessus, oui. Okay. Et c'était l'objet les indicateurs de coopération, c'était l'objet au dernier forum en 2019, pardon. On avait un atelier là-dessus, ouais. Le bien-être des personnes, par exemple. Pas facile dans le champ de l'économie, mais... S'il y a d'autres questions? Du coup, avant de peut-être... Ah oui, Maxime, vas-y. Pardon. Moi, je suis preneur d'informations sur les PTCE. Au moins techniquement, j'aime beaucoup le modèle, mais si je pouvais avoir des éléments pour présenter peut-être des choses un peu plus fines aux élus du territoire, ça pourrait, en tout cas sur certaines thématiques qui sont sorties de notre projet de territoire, ça pourrait être de réelles solutions à mettre en œuvre. Je pense notamment à la création d'une filière biosourcée dans la construction, par exemple, qui regrouperait à la fois voilà, je sais pas moi, des tuileries sur la terre crue, des centres de formation autour de l'utilisation de ces matériaux-là, des entreprises, des structures de l'ESS, etc. Je pense qu'il y aurait peut-être un fil à tirer là-dessus, mais je pense à ne pas avoir les connaissances nécessaires pour bien les présenter aux élus de mon territoire. Alors, il y a de la ressource, peut-être alors, si tu veux en parler, mais on peut aussi nous transmettre, je pense à Benjamin notamment. Il y a en ce moment en plus un appel à projet PTCE donc, qui a été relancé par l'État
qui du coup a remis un peu la lumière sur ces outils de développement locaux qui effectivement peuvent être très pertinents, alors qui sont plus un processus finalement qu'une structure juridique, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Lionel. On a quelques exemples d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine et pas que. Mais effectivement, on pourra vous transmettre des informations. Labo de l'ESS notamment a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, on a quelques ouvrages aussi qui y font référence. Et on est en plein. Alors, c'est trop tard pour candidater sur ce premier appel à manifestation d'intérêt, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Enfin, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et que du coup, ça peut être aussi l'occasion pour des acteurs qui se posaient la question de passer le pas en fait de ces coopérations économiques. Du coup, oui, vas-y Lionel. Et pour ces histoires de PTCE, nous, on en avait monté un en Poitou-Charentes. Et au moment de la fusion des régions, la personne qui s'occupait de ça, c'est Sarah Bambou, et elle est au réseau des indépendants de la musique. Elle est sur le site de Poitiers, je crois. Donc elle a la mémoire de cette organisation, ouais, si besoin. Il y en avait un en Limousin aussi, il me semble, Benjamin, PTCE, qui faisait partie de la première vague en même temps que Tarnos. Ouais. Le pollen, c'est ça. Pardon. C'était sur la souterraine, du coup, c'était un projet autour de la mobilité. C'est ça, tout à fait. Mais qui n'existe plus, si? Non, ça n'existe plus. C'était très porté par les collectivités quand même. Okay. Mais le président de la CRES, Stéphane Montuzet, porte un des très beaux PTCE à l'échelle, enfin, au niveau national, le pôle sud-aquitain, Tout à fait. Et avec un ouvrage effectivement intéressant. Ce sera, je pense, un sujet dans le cadre du forum de New York qui sera abordé sur ces démarches de PTCE. Oui, je ne suis pas sur la programmation, mais j'imagine que oui. Et aussi la façon dont le conseil régional peut soutenir ces démarches. Parce que je pense que l'État, il y a un petit financement côté État, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut compter vraiment pour développer ces démarches. Non, mais ça remet un peu de lumière sur les PTC. Oui. À défaut de les financer, en tout cas, ça revalorise en fait leurs objectifs, leurs enjeux et ce qu'ils sont en fait. Donc, au moins pour ça, c'est intéressant. Donc, du coup, ça, alors peut-être juste avant, parce que merci pour la transition, ça va nous permettre de parler du forum de New York, puis après, on va décider, on va finalement rester ensemble. Je pense qu'on n'est pas assez nombreux pour se répartir en salle. Mais du coup, juste avant, dans les éléments un peu, enfin, c'est pas conclusif, mais en tout cas, des points de vigilance et d'alerte. Effectivement, il y a des choses qui ont été dites, surtout dans ta présentation, Anne-Laure. On a parlé, je crois que c'est Maxime qui évoquait la loi NOTRe et la compétence développement économique maintenant qui est partagée entre la région et les EPCI. Et le fait qu'effectivement, on voit bien que beaucoup de collectivités commencent enfin, en tout cas, à prendre la mesure de ce que ça veut dire. On a constaté, nous, sur cette première vague, donc dans la procédure, vous savez, il y a eu des contractualisations région EPCI sur ces questions de développement économique. Le constat qu'on a fait, nous, côté CRES, c'est que l'ESS a été assez peu ou assez mal appréhendé dans ces contrats, ce qui fait que ça a bloqué certaines collectivités qui souhaitaient ou qui ont souhaité après travailler avec l'ESS. Et il n'est jamais trop tard, puisqu'il y a tout un tas d'avenants qui ont déjà été faits. Il y en a, enfin, c'est des choses qui peuvent encore évoluer. En tout cas, on voit bien que la place de l'ESS dans ces contrats, dans ces contractualisations, est encore à améliorer, en tout cas pour permettre après à la collectivité de vraiment accompagner les projets qui ont été présentés ce matin, par exemple. Donc, pour nous, un enjeu encore à venir sur cette compétence développement économique à l'échelle de vos territoires. Je ne sais pas s'il y avait encore une dernière question, ou sinon, du coup, je vais en profiter pour vous parler du forum, puisque ça a été évoqué à plusieurs reprises et que j'ai l'affiche derrière moi qui en témoigne. Donc, vous le savez sûrement, on organise, la CRES en partenariat avec l'agglomération Niort et la région Nouvelle-Aquitaine, la Banque des Territoires, un forum de l'ESS et l'innovation sociale qui a lieu tous les 2 ans à Niort. Donc, cette année, il se tiendra le 19, 20 et 21 octobre. Donc, on vous encourage vivement à venir au forum, puisque dans le cadre de la programmation, il y a des
des ateliers, des conférences, des tables rondes qui sont vraiment dédiées aux collectivités, avec l'enjeu de vous faire monter en connaissance, de pouvoir échanger aussi sur place avec d'autres collectivités. Et du coup, autour de plein de thématiques qui sont alors la programmation n'est pas encore ficelée, mais de toute façon, vous enverrez les éléments. Et des thématiques qui vont vous interpeller, puisqu'on parle de d'où on vient, où on est et où on va autour de l'économie sociale et solidaire, et des questions de transition, de coopération, de développement local, etc., etc. Et je ne vais pas toutes les lister parce que je vais en oublier. Et je vous invite plus particulièrement à un temps qui aura lieu probablement le mercredi midi, de rencontres avec d'autres clubs de collectivités, et d'autres élus qui seraient intéressés, puisque dans le même esprit que ce qu'on organise ici, il y a des clubs sur d'autres régions, donc notamment en Île-de-France aujourd'hui et en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on veut profiter du forum pour que ça soit aussi un espace d'échange entre nous ou entre vous sur, en gros, comment ça marche, comment on échange entre nous, etc. Donc ça, ce sera plutôt le mercredi 20 octobre, le midi. Donc, il y aura ce déjeuner, échange et autour d'un déjeuner, d'un buffet. Et puis, de toute façon, au-delà de ce midi-là, on vous encourage vivement à regarder la programmation du forum et à y contribuer, à participer sur cette période. Voilà, du coup, Amélia, je te relaisse. Oui, peut-être une dernière question de Muriel Muscat. Alors, c'est peut-être à destination du RTS ou de la CRES, qui est preneuse d'exemples de contractualisation avec la région ou de règlement d'aide aux structures de l'ESS de la part des collectivités dans le cadre de la compétence d'EVECO. Oui, alors il y avait. Oui, on te fera passer des choses, Muriel. Je pense qu'il faut poser la question. Alors, je vois qu'il y a Mathieu qui est là, mais il y avait Jean-Henri tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est encore là. Parce que du coup, les chargés de mission région ont la main un peu, enfin, ont la main ou l'œil, ou en tout cas, ont la capacité de trouver quelques exemples de contractualisation. Oui, justement, dans les Landes, il y a une convention avec le département, ESS. Et ensuite, dans le cadre du CRDE2I, il peut y avoir aussi des conventions avec les comités de communes et les agglos, où il y a l'axe ESS aussi compris dedans. Donc, on a des exemples qu'on peut transmettre, oui. Ouais. Surtout qu'on transmette les exemples où ça a été bien appréhendé, tant qu'à faire. Donc, ça serait l'occasion d'identifier les EPCI où, du coup, ces contractualisations ont été suffisamment bien amenées pour laisser après la possibilité de bien soutenir ces projets. Il y a aussi l'entrée contrat de territoire avec la data aussi. Au niveau de la région, aménagement du territoire, un contrat qui relie la collectivité et la région. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir aussi des axes déclinés autour de l'ESS et travailler sur des feuilles de route ESS avec le territoire.